Andrew Warola est né le 6 août 1928 dans un 2 pièces du ghetto de Pittsburgh de Julia et Andrzej Warola, immigrants karpates du village de Mikowa en Slovaquie, dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Le père d'Andy, un ouvrier du bâtiment, rejoint d'autres travailleurs des Carpates qui avaient quitté la circonscription pauvre et menacée de leur ville natale, Mikowa. Ils trouvent du travail à Pittsburgh où leur vie se déroule autour de l'église catholique byzantine. Andy, le cadet des 3 garçons de Julia et Andrzej, est baptisé dans l'église catholique byzantine de St. John's Chrysostom, la paroisse de ses parents. Pendant toute son enfance et ses années de collège, il assistera au long et fastidieux office byzantin. Andy subit 3 dépressions nerveuses étant enfant, coup sur coup, d'une année sur l'autre, à l'âge de 8, 9 et 10 ans. Son père attrape la tuberculose et restera malade et alité de 1939 jusqu'à sa mort en 1942. Ses 2 frères aînés étant la plupart du temps absents, Andy reste donc seul chez lui, aux côtés de sa mère. En seconde, il suit les cours de dessin gratuits du samedi au Carnegie Museum. Les cours au Carnegie sont pour Andy sa première ouverture sur l'art traditionnel. À l'âge de 16 ans, il est admis au Carnegie Institute de Technologie au département peinture et dessin. À l'obtention de son diplôme, il gagne New York. Tout au long des années 1950-1960, Warhol exécute un grand nombre de projets comme dessinateur publicitaire et dans l'illustration de livres. Il devient alors un illustrateur en vogue très recherché. Dans les années 60, Andy exécute ses premières peintures populaires, le pop art, qui lui apportera rapidement la notoriété. Parallèlement, il étend son intérêt artistique vers d'autres recherches. En 1963, tout en faisant des films, il travaille à ses peintures pop et en 1966, il s'associe avec un groupe de musique rock, le Velvet Underground. En novembre 1963, Warhol déménage tout son atelier de peinture dans un loft de la 47e rue Est, qui deviendra bientôt la Factory. Imprégnée de l'art de Warhol, de musique, d'une activité bourdonnante, la Factory attirera les artistes, les lycéens, les célébrités, les bas-fonds new-yorkais et les photographes qui témoigneront de cette période. La célébrité de Warhol se change dans les années 60 en notoriété. C'est durant cette période, le 3 juin 1968, qu'une ancienne admiratrice de ses films, Valérie Solanas, fait son entrée à la Factory et lui tire coup sur coup 3 balles dans le corps. La productivité de Warhol pendant les années 70 sera extraordinaire. Sérigraphie, magazines, interviews et la rédaction de son livre « La philosophie d'Andy Warhol ». Ceci ne l'empêche pas de devenir en même temps un styliste recherché qui travaille avec les meilleurs architectes et leurs clients. D'une manière significative, 10 ans avant sa mort, il débute la création des peintures crânes en 1976 et termine en 1986 avec la série de tableaux sur la Seine. Ces 10 dernières années, Warhol travaille sur le thème de la mort et de la décomposition jusqu'à la résurrection. Peu de temps auparavant, les médecins avaient diagnostiqué chez Warhol des problèmes de vésicule biliaire et suite à une douleur abdominale persistante, il est admis dans un hôpital de New York. L'opération le lendemain de son admission réussit, mais son état s'aggrave durant la nuit, il devient bleu et son cœur s'affaiblit. L'équipe des urgences ne peut le ranimer. Warhol est déclaré mort le dimanche 22 février 1987 au matin. Salon des Warola, 1946-47. Cette peinture du salon familial, une des premières de Warhol, montre le crucifix sur le manteau de la cheminée. Il ne représente pas les images pieuses de sa mère, mais il pose la croix des funérailles de son père sur la cheminée, là où il l'a toujours vue. Voilà pourquoi la première expérience artistique d'Andy sera l'art religieux. Pour lui,
L'art et la religion seront liés dès son plus jeune âge. La mère et l'enfant, 1948. Le traumatisme de la maladie et la mort de son père, l'opération en urgence de sa mère suite à un cancer et sa convalescence pénible, ajoutées à une enfance solitaire et confinée, furent les causes des 3 dépressions nerveuses d'Andy qui le laissèrent à jamais avec cette peur latente de la mort et du malheur. Ce premier dessin d'une mère et son enfant montre à quel point l'artiste est attaché à cette tendre et protectrice relation entre la mère et l'enfant. L'enfant s'accroche à elle, mais regarde prudemment et peureusement vers nous. Main en prière, année 1950. Dans ce dessin, d'après Main en prière d'Albrecht Dürer, Warhol transforme les mains austères du maître allemand en des mains souples, jeunes et voluptueuses. Sans titre, Main en or avec Crèche, 1957. Cette magnifique toile de Warhol, d'une main tenant la crèche, montre autant l'originalité imaginative de Warhol que sa connaissance évidente de l'art ancien. En effet, dans cette crèche, la Vierge est assise au fond, avec le corps nu du Christ nourrisson couché sur ses genoux, comme dans la Vierge de l'Humilité, que l'on voit dans l'art du XIVe siècle à Sienne. Warhol réalise ce tableau avec tous les éléments habituels, des sortes de dentelles en or pour l'auréole de la Vierge, le chérubin qui s'agite vers elle, l'étoile et les feuilles à l'arrière-plan. La main dorée supporte doucement son petit fardeau. Certains reconnaîtront les longs doigts fins de la main d'Andy, se recourbant en protégeant la Vierge et l'enfant. L'intimité avec l'artiste, qui se dégage de cette crèche reposant à l'intérieur de la paume, montre combien le sujet lui est familier. Homme se reposant, 1956-57. Warhol accepte tout à fait son homosexualité et dès les années 50, il produit des dessins et des illustrations qui sont d'une magnifique technique et d'une sensibilité gaie dans ce côté espiègle, enjoué mais adroitement suggestif. Cette toile fait partie de la série des dessins sur l'érotisme homosexuel, témoignage sur la beauté et la sensualité narquoise du tracé. Sans titre, Carte, 1958. Les premiers dessins de Warhol sur la religion viennent de la période où il travaillait à New York en tant que dessinateur publicitaire. Pour Tiffany's, il s'agira de dessins pour des cartes de Noël. Plusieurs charmants dessins d'étoiles montrent des variations fantaisistes de Warhol sur ce thème The Star of Wonder qui vient d'un refrain familier d'une chanson de Noël. Des oiseaux de couleurs étincelantes se rassemblent pour former une étoile. Star of Wonder, carte 1958. Les magasins Tiffany's choisissent cette carte représentant une étoile composée d'oiseaux voltants et papillonnant autour d'elle. Sur le devant de la carte, la signature d'Andy Warhol est celle de l'écriture pointue de sa mère qui signait nombreuses de ses œuvres de l'époque. La renommée d'Andy dans le monde de l'art publicitaire et de la mode donne une grande valeur à cette signature. Superman, 1961. L'inspiration de ce dessin vient des bandes dessinées et des publicités qui fleurissaient dans des journaux de petit format, les tabloïds, de même que dans les livres comiques populaires. 1961, Popeye. Le samedi de Popeye. Batman. Dick Tracy. Dick Tracy et Sam Ketchum. Mafalda. Un garçon pour Meg. Coca-Cola 1. Coca-Cola 2. Avant et après 1. Avant et après 3.
Sa production créative de 1962 donnera le plus souvent des séries en sérigraphie correspondant à sa démarche auprès des médias. Warhol accomplit son œuvre avec la conviction que ses images ne sont pas seulement la copie de certaines choses, mais réellement la représentation de l'essence même de ce quelque chose. Il saute aux yeux que la réflexion de Warhol est concentrée sur ce phénomène qu'une vedette n'est en réalité qu'une image décuplée. La complexité de l'art de Warhol se nourrit de contradictions. Son œuvre révèle un gouffre entre la réalité et sa réalisation en sérigraphie. Mais en même temps, elle balaye la différence et parvient à ce simple fait, l'image et la réalité ne font plus qu'une. La présence et l'absence se mêlent l'une à l'autre. Ce qui est ébauché semble entier, et ce qui est entier semble ébauché. 1962, 1962. Faites comme chez vous, la marine. Faites comme chez vous, les fleurs. Faites comme chez vous, le violon. Faites comme chez vous, le paysage. Pas de danse, 4. Pas de danse, 3. Pas de danse, 6. Billet de 1 $, silver certificat. 1962. Le petit format de Campbell Soup sera le premier essai de Warhol pour les séries de peinture pour lesquelles il utilise une répétition d'images d'un même motif, mais avec des couleurs différentes. 1962. Déchirure sur canette de Campbell Soup, bœuf légumes. Déchirure sur canette de Campbell Soup au poivre. Boîte de Campbell Soup. 100 canettes, 1962. Sur cette grande œuvre, 100 canettes, sur laquelle il se sert de photographie pour la première fois ainsi que pour billets de 1 $, Warhol expérimente la grille comme un arrangement dans une série de compositions dans le tableau. Les canettes et le dollar s'étalent sur la toile et semblent aussi abstraites dans leur système de coordination verticale ou horizontale. 1962, billet de 1 $ recto verso. Bouteille de Coca-Cola verte. Cherry Marilyn. Lavender Marilyn. Warren. Troy, 1962. La répétition régulière des images dans ce travail montre bien le chemin parcouru par Warhol dans sa technique sur la sérigraphie. Les images en noir et blanc diffèrent des autres uniquement du demi-ton dans lequel chacune d'elles a été imprimée. Cependant, la sérigraphie des portraits en couleur sert comme un croquis qui définirait les signes particuliers du visage. Il est imprimé sur les cheveux déjà peints en blond, le visage en violet et le pullover en rouge. Crash de voiture en vert, 1962. 1963, Lise 1. Lise 2. Lise 5. Lise 3. L'unique Elvis. Elvis 2 fois. Double Elvis. Silver Lise. Les images de désastre de ses plus importantes et impressionnantes séries décrivent le côté sombre de la société américaine et sa position parfois radicale sur la violence. Les tragédies journalières des accidents de voiture, les suicides, les incendies criminels et les chaises électriques, toutes ensemble réunies pour former une série interminable sur la mort sous toutes ses formes. 1963, incendie de voiture en verre.
Crash de voiture en orange. Crash de voiture argent. Belle vue 2. Suicide, homme pourpre sautant. Désastre noir et blanc. Dans beaucoup de ces peintures, l'uniformité de la composition se trouve interrompue, aussi bien par les chevauchements et les parties noircies, comme pour raconter une histoire, que par le mouvement cinématographique. Cependant, avec une analyse plus profonde, cette sensation de temps est tout aussi trompeuse que dans ses premiers films, car ce sont toujours les mêmes projectiles et les mêmes images en sérigraphie. 1963, Suicide, chute d'un corps. Désastre en orange 5. Funérailles de truands. Chaise électrique bleue. 1962, crash de voiture optique. Crash de voiture argent. Suicide 1963. La toile représente un modèle de 23 ans sautant de la plateforme de l'observatoire de l'Empire State Building et qui va à la rencontre de sa mort. La première fois que l'on voit cette peinture de 3 mètres sur 2, c'est cette forme noire, indéfinie avec sa masse ondulante mise en valeur, qui absorbe l'attention des observateurs. Puis les multiples reproductions paraissent s'éclaircir. Le modèle est serein et entier dans la mort, sur le toit d'une voiture, son visage calme, son corps détendu, sa main gantée de blanc effleurant ses perles. Comme le regard descend vers le bas du tableau, les images deviennent moins claires et moins imbriquées, laissant des surfaces blanches en périphérie. En dernier lieu, 5 images sont surimprimées, accélérant le rythme et rendant le visage et le corps de ce joli modèle de plus en plus illisibles, jusqu'à ce que, un peu plus bas, elles soient perdues dans un dessin de formes noires et légères. Désastre couleur lavande, 1963. La photo représente une pièce vide, à l'exception de la chaise électrique qui se trouve presque au centre sous la lumière. Le seul autre objet visible est ce signe à droite réclamant le silence. Sur ce tableau, la répétition de l'image est symétrique, 3 en largeur et 5 en hauteur. Un jour spectral éclaire la droite de l'image, tandis qu'une ombre noire, peu à peu, se glisse dans la lumière et encercle désormais presque toute la pièce, rendant plus visible le signe sollicitant le silence. Mais les ténèbres sur la droite semblent moins une négation de l'image qu'une sorte de code, une méditation sur la mort. 1964, les fleurs. C'était la semaine 1. 4 pieds de fleurs. Rouge Jackie. 12 Jackie. 9 Jackie. Boîte Brio 3C off, boîte de Kellogg's Cornflakes, boîte de jus de pomme Mott. Boîte Brio, boîte de sauce tomate Campbell's. Shot Sage Blue Marilyn. Les 4 peintures précédentes de Marilyn, appelées les Shot Marilyns, sont aujourd'hui les icônes de Warhol. La couleur des cheveux, le visage et les lèvres s'associent avec maîtrise au noir de la sérigraphie. 1964, Shot Light Blue Marilyn. Shot Orange Marilyn. Shot Rouge Marilyn. Turquoise Marilyn. Fleurs. Fleurs. 2 pieds de fleurs. 1965, canette de soupe Campbell's en couleur.
Canette de soupe Campbell's en couleur. Canette de soupe Campbell's en couleur. Canette de soupe Campbell's en couleur. 1967, double autoportrait. Dix pieds de fleurs. Autoportrait. La grande chaise électrique, 1967. En 1967, Warhol reprend le thème de la chaise électrique et donne ainsi un ensemble de grandes images simples de la chaise. En imprimant couleur sur couleur plutôt que du noir sur de la couleur, il crée une résonance de tons très subtils, des couleurs vibrantes. La chaise d'un grotesque instrument de mort devient un objet lumineux, suggérant le sublime plus que la croix dont on se sert pour ses exécutions particulièrement cruelles et perçue par l'art chrétien comme le symbole du salut. Mao, 1972. Mao, 1972. Katie Jones, 1973. Le portrait de Katie Jones, avec son regard fixe et droit devant, semble un discret rappel des yeux des portraits funéraires égyptiens Fayoum. Exécutés pour remplacer les anciens masques des momies, les portraits Fayoum étaient probablement peints avant la mort de la personne, ce qui explique cette expression si intense de la personnalité de l'individu. Les yeux de Katie Jones, comme ceux des portraits du Fayoum, sont fixes, arrêts sur image, au moment où ils furent capturés. Portrait de Julia Varola, 1974. La faucille et le marteau, 1976. Ces séries sur La faucille et le marteau représentent un cycle toujours en mouvement sur des natures mortes dans lesquelles les objets et leur ombre provoquent un fascinant malaise. 1976, La faucille et le marteau. 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 Crâne, 1976. En 1976, Warhol peint toute une série sur les crânes. L'engouement des images de crânes fait partie de la culture punk et exprime l'angoisse devant l'expansion de la défense militaire et de la menace d'une guerre nucléaire et d'un désastre écologique. Les couleurs des crânes choquent totalement par leur éclat, leur originalité et les juxtapositions inattendues. Un crâne rose contre un arrière-plan vert, turquoise et abricot. Un crâne beige qui lance une ombre noire et écarlate sur un fond vert olive et bleu pan. Et un autre bleu gentiane avec une ombre jaune jonquille sur un fond noir métallique. L'emplacement du crâne varie, tout comme la forme des ombres et l'expression d'un grimaçant sourire diffèrent dans chaque peinture, même s'il a été imprimé partout avec le même écran. Les peintures de crâne n'étonnent pas seulement par leur dimension, mais aussi par les subtils coups de pinceau et la coloration qui donnent à ce macabre sujet une poésie inattendue et une beauté saisissante. 1976, Crâne. 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 L'ombre du crâne se voit comme la tête d'un fœtus. La vie et la mort se retrouvent ainsi intimement liées. Warhol accentue subtilement la forme de l'ombre noire du fœtus en la plaçant contre une seconde ombre colorée qui l'encercle et la fait exploser contre le fond sur lequel est posé le crâne. Le commencement de la vie, le fœtus avec sa tête bombée et son petit nez minuscule, contraste avec l'immense et grimaçant sourire du crâne et le noir de ses orbites vides. Autoportrait, photo Polaroid, 1977. Sur cette photo, le vide profond des orbites creuses du crâne rend plus frappante encore l'expression complexe des yeux de Warhol.
Cette impression de peau crayeuse, colorée et brillante chère à Warhol s'obtient par le maquillage. Même si son regard ne se tourne pas vers le spectateur, ses lèvres entr'ouvertes, avec peut-être l'ébauche d'un sourire, suggèrent une familiarité qui n'est pas habituelle dans ses autoportraits. Le crâne grimaçant sur ses épaules, retenu par sa main, semble en grande conversation avec l'artiste. Autoportrait avec crâne, 1978. Quand Warhol eut 50 ans, il réalise cette série basée sur une de ses photos. Warhol peint librement sur la toile, le jaune, le bleu, le rouge et le blanc, puis il imprime les propres traits de son visage et ceux du crâne en noir. Qui des deux, Warhol ou le crâne, apparaît le plus spectral sur cette peinture? Le visage de l'artiste semble se désintégrer sous nos yeux. Peinture oxydée, 1978. Peinture oxydée, 1978. Ombre, 1978. Quand elle fut accrochée, bord à bord, dans une grande galerie, cette peinture s'écoula en rythme autour des 4 murs, englobant les visiteurs de brillants éclats de couleurs dans la répétition de cette image de flamme posée sur un arrière-plan d'un noir profond. Ombre, détail, 1978. Une deuxième image, un triangle adouci par un côté flou et 2 surfaces verticales inclinées, répétées maintes et maintes fois, généralement avec une couleur éclatante contre du noir, turquoise, abricot, rouge écarlate, un gris vif et cendré, ou un doux vert printanier. Les ombres envahissent les murs, créant un monde de la nuit. Un kaléidoscope qui évolue de l'éclatante et pleine couleur du jour vers l'ombre noire du soir pour tomber dans les ténèbres de la nuit. Ombre, 1978. Grande rétrospective, 1979. Ombre en poussière de diamant, 1979. Chaussures en poussière de diamant, 1980. Chaussures en poussière de diamant, 1980. Madone moderne, 1980-81. Ce dessin de la mère et l'enfant est la version XXe siècle de la Madone de Lactance ou de la mère allaitant le Christ enfant. Les contours des personnages sont tout à fait inhabituels dans l'œuvre de Warhol. Inhabituelle aussi cette composition des personnages, remplissant la toile, paraissant s'étendre dans un espace illimité. L'impression de fusion entre la mère baissant son regard vers son enfant allaitant et la contemplation rêveuse de l'enfant sensuellement satisfait laisse sans voix. Croix rouge, 1982. Rien dans les travaux précédents de Warhol ne prépare l'observateur à cet étonnant et immense tableau religieux, cette croix écarlate. Sa grandeur, sa résonance spirituelle et sa beauté abrupte impressionnent. La croix incandescente s'élève contre un arrière-plan noir et satiné. Le doux tracé de la peinture noire le long du rebord de la croix la délimite et l'introduit dans l'oppressante couleur noire. Croix jaune, 1982. Warhol, avec son sens habituel de l'extraordinaire, réalise une peinture plus haute qu'un adulte moyen et d'une largeur supérieure à l'envergure de ses bras. Ainsi, la croix est suffisamment grande pour supporter un corps d'adulte, mais plutôt que d'évoquer la croix de la crucifixion du Christ, cette croix semble éthérée, comme si elle gravitait en lévitation devant l'observateur. Cette peinture ébouriffante et gaie coupe le souffle. Croix 12, 1981-82. Des petites croix de bois comme celles que l'on possède chez soi, de toutes les couleurs, bien arrangées en rang et en colonnes. Elles évoquent les croix toutes simples des cimetières militaires, rang après rang, association d'idées avec la guerre civile espagnole. Cette répétition envolée de petites croix sur fond noir semble décorative et à 2 dimensions, contrairement à la majesté et à la grandeur des peintures croix.
Elles sont peintes pour une exposition à Madrid, une exposition intitulée « Armes, couteaux et croix ». œuf, 1982. L'histoire de l'œuf est longue de par ses associations symboliques dans les tombes préhistoriques en Russie et en Suède, où les œufs d'argile symbolisent l'immortalité, et jusqu'à celle des œufs de Pâques qui, eux, représentent la résurrection. La mère de Warhol suivait la tradition de Pâques byzantine des œufs peints. Les premiers dessins d'œufs de Warhol seront petits et sur papier, mais il réalise aussi de grands tableaux en sérigraphie dans des couleurs éclatantes qui se rapprochent des sachets d'œufs de Pâques à peindre soi-même que l'on trouve en supermarché dans le temps de Pâques. Ces peintures possèdent un style stupéfiant dans l'objet et le fond, qui semble fusionner dans un balancement vertigineux. Les œufs colorés semblent tout autant dégringoler librement contre le fond noir et s'intégrer dans l'espace qu'être suspendus solidement. Ils peuvent être perçus comme des électrons abstraits et exubérants ou comme une sorte de louange au Christ, un cri d'éloge. L'Annonciation peinte par Léonard de Vinci. Les arrangements de Warhol sur cette peinture de la Renaissance sont tels qu'ils rendent le sujet original presque illisible. Il remplace la palette de couleurs délicates et sombres des maîtres de la Renaissance par une cacophonie de couleurs fluorescentes qui heurtent tout autant qu'elles ravissent notre regard. Détail d'une peinture de la Renaissance, Léonard de Vinci, l'Annonciation, 1984. La toile initiale montre l'ange Gabriel agenouillé sur l'herbe fleurie devant la Vierge assise à un lutrin massif et travaillé. Warhol supprime le premier plan et les personnages et attire l'attention sur le paysage par cette montagne triangulaire violette qui symbolise l'expression des mains de Gabriel et de la Vierge. La main de l'ange est tendue et pressante, tandis que les doigts de la Vierge sont étalés, sa main reposant sur le coin du lutrin. Warhol utilise une brillante et lumineuse couleur, à l'inverse des couleurs sombres, et les imprime en 4 différentes combinaisons colorées, chacune d'elles étonnamment originale. Détail d'une peinture de Piero della Francesca, la Madone del Duca da Montefeltro, 1472, 1984. Nous voyons une voûte de l'architecture de la Renaissance illuminée par un coquillage suspendu sur son fond qui ressemble par une analyse surréaliste à un œuf d'autruche. Le coquillage dans sa forme fait penser à un utérus à l'intérieur duquel un grand œuf flotte devant nous. Détail d'une peinture de Paolo Uccello, Saint-Georges et le Dragon, 1460, 1984. La façon qu'a Warhol d'exprimer la princesse, les aiguillons, les ailes tachetées et la queue en tire-bouchon du dragon suggère des petits récits comiques plutôt qu'un épisode de la vie légendaire de Saint-Georges. Est-ce que Warhol veut nous montrer que les exploits héroïques, lot quotidien de la vie d'un saint, peuvent maintenant se trouver dans les bandes dessinées, tout comme les exploits de Superman et Dick Tracy, qui sont la mythologie de notre siècle ? Détail d'une peinture de Piero della Francesca, Sainte Apollonia, 1984. Pour ce tableau, la fidélité de Warhol par rapport à la peinture originale est indéniable. L'image iconographique de face de Sainte Apollonia est à quelques détails près la réplique exacte de l'original. Même les craquements sur la surface de la peinture sont reproduits dans l'œuvre de Warhol. Sainte Apollonia, le saint patron des dentistes, qui, dit-on, eut sa dentition arrachée lors d'un assaut et a bien l'intention d'y remédier, se tient sereinement devant nous, tenant dans sa main une tenaille avec une de ses molaires. Rorschach, 1984. Rorschach, 1984. Raphaël 1, 6, 99, 1985.
Ce tableau renvoie à la période pop art de Warhol par sa manipulation imaginative des images et cet ajout sans aucun rapport d'une étiquette de prix commerciale. C'est cette étiquette de prix éclatante en rouge et jaune qui accroche désagréablement l'observateur. Elle pend derrière la tête du pape Sixte et devant le bras du Christ enfant. Nous ne voyons pas le drapé du dessus, ni le rebord de la fenêtre, ni le ciel brumeux de Raphaël couvert de nuages, ni le chérubin potelé assis. À leur place, nous trouvons le jeu exubérant des lignes nerveuses de Warhol et la présence d'une seconde image, un Christ enfant en bas, d'un rose agressif posé de manière totalement illogique horizontalement. Heaven and Hell are just one breath away, 1985-86. Warhol réalise enfin des peintures dans lesquelles le secret de sa nature profondément religieuse apparaît dans son art. La Scène, 1986. La dernière grande œuvre de l'artiste, La Scène, de Léonard de Vinci, est commanditée par Alexandre Liolas, marchand d'art réputé en 1986. Il se sert des illustrations de l'encyclopédie de la peinture de Vinci qu'il réduit pour tracer des lignes de séparation qui n'ont rien d'artistique. En comparant l'illustration de l'encyclopédie avec une peinture de la série de Warhol, on voit combien l'artiste a suivi l'illustration du tableau initial. Warhol l'appela lui-même son style plagiat. Non seulement les signes particuliers des visages et les gestes sont les mêmes, mais des détails tels que les ombres réalisées avec des hachures parallèles sont aussi similaires. Une différence frappante cependant. Warhol omet la construction architecturale et les tapisseries pendues au mur, ce qui rend les personnages autour de la table plus monumentaux dans leur ampleur et la table plus proche de nous. La Scène, détail 1986. Dans les dernières années de sa vie, Warhol est littéralement absorbé par ses peintures de La Scène et ne peut travailler autre chose. Il reproduit la tête du Christ encore et encore, ainsi que plusieurs croquis sur la main du Christ près d'un verre de vin. La Scène, détail 1986. Cet ensemble de dessins, la tête du Christ et sa main, est le résultat achevé d'un travail et d'une étude qui lui prit des mois et des mois, bien plus que pour la composition entière du tableau. La Scène, Wise Potato Chips, 1986. Devant nos yeux, La Scène. Mais notre attention est rivée sur cet immense logo d'un éclatant bleu et noir qui tourne dans l'espace entre la table et nous, masquant certains des convives. Le logo des Wise Potato Chips représente une tête stylisée de hibou écrasée dans un dessin circulaire. Il s'agit là d'un dessin publicitaire avec un jeu de mots. Wise, sage, le symbole du hibou étant la sagesse, wisdom. Détail de La Scène, Wise Potato Chips, 1986. Be Somebody with a Body, avec le Christ de La Scène, 1985-86. Cette grande peinture à 2 volets couronne la série sur ce titre. L'image et le titre sont tirés d'une publicité pour du bodybuilding. Ce jeune homme plein de vie, les bras croisés sur son torse nu, qui regarde vers l'avant en attente, sera repris souvent par Warhol. Le Christ, grand par la taille et le physique, semble atteindre le jeune homme de sa main gauche tendue, le reliant ainsi avec ce souriant jeune garçon dont la tête est entourée d'un halo de lumière. Les contours noirs du Christ sont gravés contre un arrière-plan blanc et phosphorescent qui contraste durement avec la surface noire entourant le culturiste. La luminosité de son corps et le rayonnement blanc entourant sa tête le fait apparaître comme transfiguré et fluorescent. Be Somebody with a Body, avec le Christ de La Scène, 1985-86. Sur certaines des peintures de la série, on peut voir le visage du Christ imprimé sur le jeune culturiste. La Scène, The Big C, 1985. Le plus audacieux des tableaux peints sur la Scène de Léonard de Vinci reste celui-ci. De 9 mètres de long,
avec 4 immenses images du Christ et sur la gauche, le groupe de Thomas, Jacques et Philippe, peints dans des dimensions diverses, et surtout cette introduction fantastique de 3 motos avec des étiquettes de prix. Les couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu, mettent encore plus en valeur les étiquettes et la plus grande des motos. Dans cette œuvre immense, une référence à cet horrible fléau qu'est le cancer, avec The Big C, entouré de l'image du Christ qui devient de plus en plus grande. Le Christ est lui-même un Big C. La scène, Dove, 1986. Notre attention est retenue par ces logos publicitaires obscurs et incongrus qui sautent aux yeux de l'observateur. Un coin d'étiquette au prix de 59 cents, le logo du savon Dove et celui de General Electric. La manière subtile et humoristique de juxtaposer le sacré et le séculier interpelle et irrite l'observateur. Le mot et l'image Dove, la colombe, se trouvent tous deux sur les emballages des savons Dove et GE pour l'emballage des ampoules électriques, l'électricité et le savon, mais aussi la puissance et la lumière. Quelques-uns se souviendront du vieil adage « Cleanliness is next the godliness », la propreté est près de la dévotion. D'où la colombe volant au-dessus de la tête du Christ. Andy connaissait le passage du Nouveau Testament évoquant le baptême de Jésus par saint Jean-Baptiste. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Luc, chapitre 3, versets 21-22. Quant à General Electric, We bright good things to light, la lumière ne peut qu'apporter de bonnes choses, il peut être vu comme une métaphore de la création, quand Dieu sépare l'ombre de la lumière et crée le monde à son image. God brings good things to light. General Electric comme symbole pour le Créateur, la colombe pour l'Esprit Saint, plus la silhouette de Jésus dans la scène, forment la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'étiquette de prix, tout s'achète, ou peut-être le sentiment que tout, au contraire, ne s'achète pas. Ou encore, avec 59 cents, même en 1986, on ne peut s'acheter grand-chose, un rapprochement entre la dévaluation monétaire et la baisse de la croyance religieuse qui se juxtapose sur ce tableau. 10 punching balls avec le Christ de la scène. Ces 10 punching balls blancs dégagent un sentiment étrange, avec l'image du Christ dessinée sur chacun par Warhol, avec en plus des dessins et des signes de Jean-Michel Basquiat. Christ 112, temps, 1986. Dans cet immense panneau d'une répétition d'images, les signes particuliers du visage et les épaules du Christ perdent tout d'abord leur identité et deviennent un dessin abstrait. Mais pris séparément, les visages retrouvent leur identité, puis sont perdus à nouveau dans cette vague, donnant l'impression d'un semblant de chevauchement d'images. La répétition est une sorte d'incantation qui apporte à l'observateur attentif une lente mélodie visuelle. Warhol possède un sens aigu des formes et des dimensions. Dans ce tableau, il pousse les dimensions à leurs limites, suscitant l'idée que les images peuvent être reproduites au-delà de l'espace-temps, à l'infini. La scène, Rose, 1986. La première fois que l'on contemple la scène Rose, il se produit un moment de flottement en voyant 2 reproductions de l'original de Léonard côte à côte. Le rose ambiant de la scène laisse aussi sans voix. Mais il est surprenant de voir à quel point rapidement la vue et les sentiments s'adaptent à cette double copie et à son ton rosé. La scène rouge, 1986. Au premier abord, cette peinture rouge incandescente choque avec son panneau renversé, entouré à droite et à gauche par des panneaux à l'endroit. Les effets dérangent et inquiètent presque. La verticale prononcée au niveau de la nappe rouge et la légère ombre noire sous le tissu relient les panneaux de la composition. En regardant de gauche à droite, une horizontale noire et rouge suit un trajet de haut en bas de la toile, comme l'œil regarde de gauche à droite.
Le rythme de ce va-et-vient s'accomplit dans un mouvement lent et lyrique. Détail de la scène, rouge. Camouflage, la scène, 1986. Le dessin de camouflage se répand de façon verticale, créant ainsi une sorte de cadre sur un cadre. Le camouflage couvre et voile partiellement les signes distinctifs du visage de Jésus, ainsi que les visages des deux groupes d'apôtres, à sa droite et à sa gauche. Dans les groupes, à chaque extrémité de la table, les images pulse de camouflage ajoutent des formes, des espaces aux tonalités lumineuses qui semblent faire ressortir les yeux de Simon ou Judas à l'extrême droite. L'apôtre Judas, le deuxième en partant de la droite, regarde anxieusement et attentivement vers nous. Les trois apôtres à notre gauche, Barthélemy, Jacques le Majeur et André, semblent aussi regarder le Christ avec une intense émotion. Détail de Camouflage, la scène, 1986. Dernier autoportrait, Camouflage, 1986. L'artiste utilise pour ce dernier autoportrait un dessin de camouflage, une grande image cadavérique à la perruque blanche, tragique regard de Warhol vers l'observateur, un regard déjà perdu dans le lointain. La scène, Christ, 1986. Cette image du Christ, une sérigraphie sur des morceaux de papier colorés qui sont ensuite collés à une feuille de papier épais comme arrière-plan, reste respectueuse et solennelle. Sans la présence des apôtres et du reste du tableau, le centre d'intérêt devient le Christ, ce qui l'intensifie. Nous prenons conscience de l'expression d'éloignement et de concentration intérieure de son visage et donc du contraste qui s'établit avec la position de ses mains tournées vers les autres. 60 scènes, 1986. Le spectateur ne peut fusionner avec ce tableau, qui ne peut être vu dans son ensemble qu'en s'éloignant du mur sur lequel est accrochée la toile. Alors seulement, il peut observer cette forme de grille, cette répétition d'images et s'acheminer pour examiner chaque image une à une. Comment sont-elles reliées ? Comment le noir à gauche et sur le mur du fond de ces pièces répétées provoque-t-il cette lumière sur le mur de droite et sur le Christ, reproduit 60 fois et qui semble phosphorescent ? 1986, la scène. Camouflage, Béis, Joseph Béis, Joseph Béis, autoportrait, autoportrait, squelette, 1987. La composition est faite de 4 photographies de squelettes collées les unes aux autres. Le dynamisme et la beauté du crâne des précédentes œuvres de Warhol contrastent par son état d'esprit et son moyen d'expression avec ces véritables squelettes déhanchés, noirs et blancs, en quête de quelque chose, leur passé de chair ou une identité pour leur marche anonyme. L'atelier d'Andy Warhol au moment de sa mort. La peinture marque un arrêt sur le temps où la présence de l'artiste semble presque palpable, avant l'inventaire et l'enlèvement de tous les objets. Programme de la messe commémorative pour Warhol à la cathédrale Saint-Patrick, 1987. Tous mes films sont artificiels, cependant, tout est en quelque sorte artificiel. Je ne sais pas où s'arrête l'artificiel et où commence le réel.